Revenons au mois de juillet 2022 pour rappeler la nouvelle. Euh, le baron du sanctuaire vous appelle, vous demande de vous regrouper à Ventnor pour vous parler d'une découverte qu'il vient de faire. On est à la moitié du mois de juillet à peu près. Et il vous parle d'une nouvelle bande qui vient de New York, une bande anarque qui se fait appeler les Apostates et qui s'est installée dans le centre-ville d'Atlantic City et a revendiqué le domaine au nom d'une baronne qui les dirige et qui s'appelle Edith Blumenau. Elle a contacté Jasper, l'a demandé à rencontrer le baron du sanctuaire et ils ont pu discuter un soir en tête-à-tête et Jasper Black vous explique un petit peu la situation. Cette bande anarque cherche un territoire et a vu l'opportunité de s'installer dans le centre-ville, dans le downtown d'Atlantic City. La baronne a l'air très attachée à cette ville. Elle a l'air de la connaître et a demandé à ce que les représentants du sanctuaire respectent ce nouveau domaine. Et cette nouvelle bande qui arrive, elle ne cherche pas la confrontation, mais venant de New York, une ville sous la gestion de la Camarilla, elle est prête à se battre pour gagner le droit de s'établir. Et Jasper, lui, vous explique qu'il ne veut pas d'une guerre entre deux groupes d'anarques pour une ville. Il veut éviter donc une guerre civile anarque qui affaiblirait les deux groupes et donnerait des opportunités à Philadelphie ou à New York de reprendre la ville à leur compte. Et la baronne a demandé que Downton soit considéré comme un territoire anarque géré par les apostates, avec en priorité le respect et le maintien de la mascarade. Et comme demande, Jasper a trouvé que ce n'était pas trop demandé, ce n'était pas trop abusé. Donc, vous êtes mis au courant et pour parler un petit peu plus généralement de l'année 2022, il faut que vous vous rappeliez que au niveau des mortels, l'année 2022 commence au mois de janvier par les Jeux Olympiques à Pékin, en Chine, que ensuite, fin février, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et que là, on arrive à l'été 2022. Il y a aussi au mois de mars une élection présidentielle en Corée du Sud. Ça, c'est par rapport à la famille Kang de Célinda. Et sinon, donc, après, on parle de l'été 2022. En Europe, c'est une canicule violente. Mais aux États-Unis, le temps est plutôt agréable. On parle de 20 degrés le matin, 30 degrés l'après-midi, en moyenne. Il va faire des températures un peu plus extrêmes dans le milieu des États-Unis, mais sur les côtes, comme à Atlantic City, ça reste agréable. Est-ce que les personnages veulent faire quelque chose? Joshua, oui, il aimerait bien aller discuter en privé, en tête-à-tête avec Linda.
Ok. Potersus Oculus. D'accord. Il y a étant le régent de, du Tertius Oculus, ouais, il n'y a aucun problème pour Mais que... je vais pas la convoquer comme j'ai pu faire d'habitude, je vais plutôt chercher à la rejoindre dans ces quartiers. D'accord. Alors, qu'est-ce que Joshua veut dire à Linda, la représentante de la maison Karna? Premièrement, lui reprocher d'avoir fait la demande par rapport au lien avec la maison de Karna à un moment où je pouvais pas dire non. Oui. Lui expliquer que j'aimerais un petit peu plus de confiance si possible. Et Elle après, fait je ce voudrais... qu'elle peut pour donner de la confiance d'un Kainite à un autre Kainite. Et je vais continuer en lui demandant ce qu'elle envisage ou ce qu'elle espère de la suite de cette fondation. Euh, eh bien, elle envisage une stabilité de la fondation. Le but de la fondation étant de protéger la ligne de force magique qui passe et qui annule les pouvoirs des mages. Sa spécialité étant la surveillance astrale, elle, euh, elle, elle se trouve à sa place. Elle a pour aussi objectif d'aider Needle dans ses choix et dans ses décisions. Et bien sûr, elle a envie aussi de représenter les principes de la maison Karna, la branche trémère associée au mouvement anarque et prônant le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Un concept chez les Trémères qui n'est pas tout le temps d'actualité, vu que le clan est très ancré dans l'époque médiévale. Si elle se retrouvait en charge, est-ce qu'elle accepterait de rester ouverte à ceux qui ne sont pas hostiles à la maison de Karna, mais qui n'y sont pas, qui ne le suivent pas forcément? Oui, dans la mesure où elle essaiera de faire confiance de Kainite à Kainite, comme elle a pu le faire avec Joshua, en profitant des forces et des faiblesses à sa disposition. C'est de la politique, après tout. Plutôt satisfait de ses réponses, Joshua va commencer à lui parler du fait que dans l'immédiat, Joshua se sent pas de garder la position ou le rôle de gérant, De de régent. régent, et que je pensais à elle pour s'occuper des affaires courantes. D'accord. Elle demande si c'est en rapport avec ce qui s'est passé euh, avec le financier, Markilinkus, le servant de Joshua. C'est ce qui s'est passé avec Linku, c'est fait partie des conséquences de ce qui. C'est plus la disparition d'un proche mortel que je. Bon, je vais lui expliquer, oui, les histoires avec le vieux Max, et que c'est plus la disparition du vieux Max qui m'a mis particulièrement dans le mal. Oui. Et que, oui, notamment le fait d'en être arrivé aussi vite à une réaction aussi drastique me fait dire que la politique, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur moment.
Je voudrais pas faire une décision aussi drastique à un moment où c'est pas nécessaire. Mhm. Ce qui risquerait plus que de la vie d'un mortel, je voudrais pas risquer pour toute la fondation, juste parce que je deviens beaucoup trop ténébreux. Peut-être devrions-nous en parler tous ensemble, comme habituellement. En général, vous faites des tables rondes, et là, nous parlons en tête à tête, ce qui me semble inhabituel. Disons que avant d'annoncer devant tout le monde que je vous laissais les affaires courantes, je voulais au moins être sûr que cela ne vous pose pas de problème et que vous êtes prête et d'accord à endosser ce rôle. Vous savez, quand Karna a quitté la fondation à Milwaukee, j'ai été étreinte pour appuyer à la gestion de l'endroit par Madame, et qui était elle-même la descendante directe de Karna. Et donc j'ai une certaine expérience pour pouvoir gérer une fondation. Vous m'aviez parlé de cette expérience et je dois avouer que ça et l'humanité dont vous avez montré savoir faire preuve fait que je vous ai choisi vous pour ce rôle. Oui, après, je ne suis peut-être pas la plus exemplaire en termes de relationnel avec les mortels, vu que, par exemple, j'entretiens une servante, une esclave. Mais C'est plus pour les relations vampiriques auxquelles je compte sur vous. d'accord. Je Donc, comptais continuer pour de m'occuper des mortels dans les équipes. C'est plutôt pour la relation, pour la diplomatie du monde vampirique. et donc, parlons-en peut-être avec l'Ordo Draconis réuni. Si... Pourquoi pas, oui. Comme d'habitude. Oui, tout à fait. Je voulais juste avoir votre avis avant de lancer un pavé pareil dans la mare. Si vous m'appreniez que c'était Merci. un nom catégorique et que vous pouviez pas, j'en aurais parlé différemment. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je pourrais vous apporter mon aide sans en profiter. Voici. Surtout si c'est fait de manière collégiale, devant les autres membres de l'Ordo Draconis qui seront témoins de la demande. L'ordre avant tout, mais si vous pouvez y tirer votre épingle du jeu, la priorité reste l'ordre, mais il faut penser à soi. Est-ce un test que vous essayez de me faire passer, le chat? Sachez que ma demande est honnête, mais bien entendu que vos réactions sont instructives. Donc, On va réunir un peu tout le monde et... oui. Que ça se passe dans les quartiers du Régent, dans la déco des années 30, Tertius Oculus, le centre de remise en forme spirituelle, mais dans la partie de l'établissement réservée au l'Ordo Draconis, le groupe qui dirige l'établissement, se réunit dans les quartiers du Régent, du dirigeant, Joshua, et donc Idle, Mistisa et Linda sont présents. Est-ce que tu veux que je résume? Oui, sinon je vais paraphraser. C'est un peu la même chose. En fait, là, c'est un peu plus. Je me permets d'être un peu plus affirmatif. C'est plutôt, j'annonce que je vais laisser la place aux affaires courantes à Linda. Donc Joshua
réunit l'Ordo Draconis et annonce qu'il veut céder la gestion du Tertius Oculus à Linda parce que il a peur de déclencher des complications et des problèmes liés à des groupes de mortels qui pourraient lui en vouloir personnellement. Et aussi parce qu'il a un besoin de prendre de la distance et de se reconnecter avec des gens pour qui il compte beaucoup pour lui. Et donc, il pense qu'il n'aura pas le temps de pouvoir gérer la politique vampirique demandée par le poste de régent et s'occuper aussi de son entourage personnel intime et de mortels qui comptent beaucoup à ses yeux. Donc, Linda est désignée pour gérer l'Ordo Draconis et le Tertius Oculus. Mistisa est tout à fait d'accord. Elle est même contente que ce soit une femme qui tienne le poste de pouvoir à la fondation indépendante d'Atlantic City. Est-ce que Needle est d'accord Globalement, oui, il est même plus que d'accord. Il est même heureux que ce soit sa mentor. Parce que, on dirait que Needle est dans une autre pièce, là. Pourtant, je suis à côté. Hein, D'accord. Voilà. Je disais que Needle est plutôt content que ce soit sa mentor. Ouais. Et que ça le rassure plutôt que ce soit sa mentor plutôt que Mistisa. Donc il est plus rassuré. D'accord. Et il est pas inquiet pour Joshua? Ben, dans ces cas-là, je me tourne vers Joshua et je lui dis je pense de sa part que c'est un choix mûrement réfléchi. Je le dis à haute voix. Hein, et que, bon, étant des membres fondateurs, je pense que nous avons tous une certaine attache aux uns aux autres par rapport à le plus-value que peut apporter chaque membre. Donc je ne m'inquiète pas trop pour lui à ce niveau-là. Je pense qu'il sera toujours autant accepté qu'il l'est maintenant. Ok. Linda prend la parole et précise à l'Ordo Draconis, aux membres présents, que cette situation est a priori temporaire. Et donc la réunion se termine sur un accord commun du groupe. D'accord. Donc parallèlement à cette situation décrite à Absecon, au Tertius Oculus, est-ce que Stan et Gabriel veulent compléter quelque chose en ce mois de juillet? Oui, moi oui en tout cas. Et moi ce serait relatif à Robbie Worth. à mes sous. Robbie, Ouais, c'est ça. un jeune qui veut faire partie des milices Quenon d'Atlantic City, ouais. Et donc et qui fréquente la salle de musculation de Northfield l'Island Gym. Ça? C'est ça. Oui, ok. Donc Gabriel, il voulait s'occuper du jeune. Jeune qui veut rentrer dans les milices un peu d'extrême droite. Ouais, tu te souviens, j'avais réussi un petit peu à le faire redescendre parmi nous, hein. Oui, je m'en souviens, Donc, ouais.
Non, je pense que je vais essayer, tu sais, quand on se voit au Highland Gym, de faire un peu de muscu avec lui, un peu de nouer. Ben, en fait, je pense que Gabriel, indirectement, il essaie de renouer le lien fraternel qui lui a manqué pendant toutes ces années. D'accord. Le lien fraternel qui a été rompu dans son passé. Alors, Et Robbie explique à Gabriel que son discours l'a touché profondément, plus qu'il ne le pensait. Et il a beaucoup réfléchi et sur les conseils de Gabriel. Il a relu un peu la Bible. Il l'a lu pour la première fois même. Mais effectivement, il a vu que c'était en contradiction avec ce que les évangélistes présentaient de la situation et du discours un peu qu'il pouvait entendre chez les Quanon. Et, euh, et il a décidé de changer ça et il veut prouver qu'il y a quelque chose de changé en lui. Et donc pour ça, il fait la confidence à Gabriel qu'il va essayer de s'impliquer pour aider peut-être un homme d'église sur lequel il est en train de se renseigner pour l'aider peut-être avec des soucis qu'il aurait. moi, je lui dis qu'il peut compter sur moi. Hein. De toute façon, tu sais, quand on est comme moi à penser que le puissant est omniprésent, je disais, il n'y a plus de hasard. Si notre rencontre s'est produite, ce n'est pas le fruit du hasard. Et si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite pas. Ok. Donc il essaiera de t'en parler s'il a besoin. Et donc les séances de remise en forme musculaire, les séances d'utilisation de machines de musculation et de fitness rapprochent Gabriel et Robbie, ce qui permet à Gabriel de retrouver des automatismes chez les mortels qu'il avait peut-être un peu perdus. Fait un petit test de charisma plus insight pour voir le lien qu'il a pu créer avec Robbie. Ok. Alors, charisma, j'ai. Il y a déjà un lien créé, mais disons que c'est pour l'entretenir. D'accord. Charisma, j'ai 3, Insight, j'ai 2, j'ai 2 en soif. 2 en soif, mais tu es à 5 en humanité, donc tu as moins un dé pour tous tes gestes sociaux avec des mortels. Tu lanceras que 4 dés. Et donc 2 dés de soif, 2 dés normaux. Ouais. Hop. C'est pas fameux. Un succès. Pour l'instant, qui a bien entendu et a bien compris ce que Gabriel lui avait dit, et il va essayer de changer, mais il ne crée pas encore de lien fraternel avec Gabriel. Il essaye de, pour l'instant, être en accord avec lui-même avant de pouvoir considérer redonner sa confiance à quelqu'un qui finalement il ne connaît pas plus que ça. Gabriel lui a peut-être un peu raconté son passé, mais il a toujours des doutes. Voilà. Et est-ce que je peux considérer mon désir, on va dire, validé? Quel était le désir? Détourner du complotisme Quanon. Oui, oui, ça c'est bon, c'est validé, oui. Il ne veut plus retourner dans les milices Quanon. Ça ne le fait plus rêver. Et Stan cherche à revoir Jade Gabe pendant le mois de juillet? Oui. D'accord. Donc les nuits sont courtes, hein. Vous êtes en été et pour les vampires, les nuits sont courtes, donc ça vous demande souvent un rendez-vous pour une nuit, un autre rendez-vous une autre nuit. Vous ne pouvez pas enchaîner les rendez-vous dans la même nuit ou faire 36 choses différentes dans la même nuit parce que vous avez moins de temps que le reste de l'année.
Mais donc, un autre soir du mois de juillet, tu prends rendez-vous avec Jade Gabe, vous vous retrouvez, et donc elle te demande les nouvelles, enfin, la raison de votre rendez-vous. Je lui explique que c'est bon, c'est réglé. Que ce soit Joshua Needle, ils ont oublié la dette, ou pour eux, il n'y a plus de dette qui tienne. Très bien, Ouais. c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, si jamais elle pouvait honorer ce qu'elle m'avait expliqué la dernière fois, qu'on puisse Elle- faire sortir. Elle demande à Stan de renouveler sa demande pour être sûr que tout est clair précisément entre eux. Maintenant que c'est éclairci au niveau des faveurs envers Needle et Joshua. Donc en fait, Stan avait besoin juste de récupérer l'enfant et de pouvoir avoir la possibilité de récupérer l'enfant et de le placer dans une famille. Les vieux couples, là, Alberto et Lindley. Alberto Lindley et sa femme, qui veulent l'adopter en fait. Jade a vérifié et elle a trouvé une demande de dossier de ce couple de Margate City Ouais. que Stan lui a décrit. Et donc, elle pourra mettre en priorité ce couple pour adopter l'enfant que Stan a désigné, un certain Steven Ferguson. Stephen Ferguson. Ouais. Mhm. Elle est donc, pour elle, tout a l'air clair au niveau administratif. Bon, c'est parfait. Stan est content. Et il y a Jade Gabe, si jamais elle a besoin des saviors ou du faucheur, qu'elle n'hésite pas à me recontacter. Elle rappelle à Stan aussi que s'il y avait une dette entre eux, Il n'y a pas de dette, a priori. l'histoire de l'avoir sauvé de Dimitrov, voilà, elle veut vraiment effacer cette histoire-là des faveurs et elle Ouais. veut tourner la page en fait. Elle veut Ouais. se créer une nouvelle vie avec son politicien et donc elle veut vraiment oublier son passé avec le caïd de la pègre russe, même si les médias lui ressortent tout le temps ce dossier-là quand ils l'interrogent. Comme Merci Stan et sa elle vous dette souhaite est effacée. bonne nuit. Merci. C'est bon? C'est bon pour Stan? Ouais, c'était bon. Il me restait ça à faire en fait au match. Très bien. La consommation d'eau dans la région est un petit peu limitée au mois d'août. Et la ville privilégie les touristes en leur faisant payer un prix exorbitant, bien sûr, pour avoir de l'eau à volonté. Pendant le mois d'août, que voulez-vous faire? Sachant qu'il va y avoir 2 visites au Tertius Oculus. Personnellement, Needle va passer plus de temps à l'hôpital, Oui, voilà, pour s'occuper de son attache Tilma, qui est de plus en plus dans un état, dans un triste état. Et il avait entendu la dernière fois une infirmière qui avait des problèmes de logement, ouais. logement, donc Needle il va chercher un peu à espionner, à écouter un peu aux portes auprès de cette dame, de l'écouter un peu de loin pour savoir si ça s'est amélioré ou pas, pour en connaître un peu plus sur elle, comment elle s'appelle. D'accord. Pour l'instant, j'ai juste entendu un bruit de couloir comme quoi elle avait besoin d'un logement, et en fait ça m'intrigue parce que je vois qu'elle travaille dur pour maintenir des soins aux patients, et donc
pense et j'estime que ça se mérite d'être respecté dans son travail et d'être pouvoir être répondre à certains besoins et que là, ce serait important de savoir si je pouvais peut-être un peu l'aider. Donc d'abord, En fait, écouter, pour résumer, Needle s'intéresse à une infirmière qui a un problème de logement. voilà, c'est ça. Il a découvert à l'hôpital. Eh bien, C'est ça. il apprend qu'elle s'appelle Karima Montoya. Mhm. Elle discute avec ses collègues durant ses heures de nuit. Mhm. Alors, elle est, euh, elle est célibataire, mais a un enfant à charge. Et elle explique que tout son salaire passe dans euh, la location d'une chambre d'hôtel qui lui coûte plus cher qu'un loyer d'appartement. Mais avec les problèmes de logement en ville, elle n'a pas le choix. Et pour son fils aussi, qui a 12 ans, elle est obligée de s'adapter comme elle peut. Voilà ce que peut déjà entendre Needle. Je te laisse prendre des notes, hein. Euh, Elle parle un peu avec ses collègues infirmières du père de son fils qui s'appelle Giles, Giles, je pense que ça se dit, Giles, Giles Montoya. Il est 12 ans, son gamin a du mal à l'école et elle explique à ses collègues que c'est un faux calme et que dès ses 12 ans, il est déjà à faire de la politique. Il est anti-vegan. Il embête un peu parce que ce qui embête un peu Karima, sa mère, hein, parce que il est en train de prendre un peu de surpoids. Et donc ses collègues lui demandent où est le père. Et elle explique que le père est parti après avoir appris que Karima était enceinte. Il y a donc une douzaine d'années, il est parti et n'est jamais réapparu dans la vie de Karima ou de son fils. Donc Giles a grandi avec l'absence d'un père. Et donc, ce que peut entendre aussi Needle, c'est que le père était un artiste de rue raté d'Atlantic City et que Karima l'a rencontré alors qu'il faisait une démonstration de cracheur de feu et qu'il s'était brûlé la bouche. Et elle dit ça sur le ton de la plaisanterie, qu'à l'époque, ça les avait un peu connectés. Ce qui fait rire les collègues et Karima aussi, elle en rit en se rendant compte que bon, la situation était cocasse et voire même un peu absurde. Et bon, pour Needle, ça le touche. Enfin, il ressent une certaine sensibilité qui se dégage de cette femme qui a 35 ans. Et concernant Gilma, eh bien, est-ce que Needle continue à passer avec le chat dans sa cage? Oui, oui, de toute façon, je passais tout le long. Eh bien, ça ravit Gilma, qui, même si sa santé se dégrade, retrouve le sourire et est presque rayonnante quand elle voit le chat. Elle lui a donné un nom, elle l'a appelé Guppy, en référence à un jeu vidéo obscur. Et voilà, et la présence du chat et de Needle la réconforte et lui donne de l'énergie. Tant mieux. Qui paradoxalement l'a fait lutter un petit peu plus contre sa maladie. Mais ça rend quand même Needle heureux.
de voir un peu plus énergique. Et il espère quand même, dans un coin de sa tête, que le traitement fonctionne. Mais Ah, le traitement ralentit la maladie de la Lune, mais elle est sur une pente descendante. Et le fait que Needle passe la voir régulièrement avec le chat lui donne des sursauts d'énergie. ouais, d'énergie, de survie. Voilà. Donc, comme je le disais, au mois d'août, il y a 2 visites qui ont lieu au Tertius Oculus. L'une d'entre elles est un Kainite. Un Kainite que vous connaissez, en tout cas pour les plus anciens du Tertius Oculus. Et il se présente sous le nom Corso. Sa caractéristique physique est qu'il a un bras, une prothèse à la place d'un bras. Il demande à voir Joshua et Needle. Et donc il a cité leur nom à l'accueil. Donc Madeline vient vous prévenir et le fait patienter. Bon, on va aller l'accueillir. Eh bien, Ouais. il vous salue et vous dit qu'il vient, qu'il a un petit peu vadrouillé dans l'est du pays et qu'il revient de Philadelphie où il a entendu parler à la fondation Trémère de la Camarilla de Philadelphie d'une fondation indépendante à Atlantic City avec une possibilité de faire repousser les membres. Et il vous montre la prothèse à la place de son bras disparu. Et il rappelle à Needle que c'était à l'époque où ils avaient chassé le lupin. Et que depuis, il avait voyagé à Chicago et à New York. Et qu'à chaque fois, on lui avait exposé le problème qu'il fallait du sang de lupin pour lui faire repousser le membre sectionné. Et donc, il était un peu désespéré de trouver une solution. Et à Philadelphie, par une entremise de Willow Faust, une représentante de l'entraîneur, elle lui a parlé des études que faisait Needle sur les possibilités de faire repousser un membre kainite par un rituel de magie du sang. Je lui explique que Est-ce que c'est possible? mon idée est venue grâce à lui et que dans un D'accord. sens je fais mes études pour l'instant qui était dans notre bande pour essayer de trouver une solution alternative à son problème de bras et donc récemment mes travaux ont commencé à porter ses fruits donc s'il veut bien tester je suis partant. Bah, c'est un véritable espoir que d'imaginer que son bras puisse finalement repousser. Et il vous demande en parallèle si vous allez bien et enfin, qui a créé cet endroit incroyable, qui enfin, peut raconter un peu vos péripéties, vos aventures depuis qu'il est parti. Donc ça je laisse Joshua en parler. Ouais.
J'allais faire la même. Dans les grandes lignes où on lui raconte, hein, c'est un ancien membre du sanctuaire. Donc, il trouve incroyable les ressources que vous avez pu mettre en place pour recréer une fondation sur les ruines de Biotechnica. Et il est très impressionné par le résultat. Enfin, il trouve que l'établissement en jette. Et puis, il demande un peu quelques détails sur ce centre de remise en forme, cette façade pour les mortels, ce qu'il en est. Et vous dit même que lui, en tant que, en qualité de médium, il pourrait peut-être participer ou vous aider. Je lui explique que pour ce qui est de son bras, je m'en occupe, il n'y a pas de problème. S'il veut rester, que je ne suis pas le seul à décider et que moi personnellement ça ne me dérangera pas, mais tout dépend de ses envies à lui. Il présente ça Et comme que- une espèce de rachat de dette. C'est-à-dire que si son bras repousse, il aura cette sensation de vous devoir quelque chose d'important. Parce que pour lui, c'est très important si son bras repousse. Personnellement, je veux dire à titre personnel, je trouve ça plus important qu'il puisse en parler à d'autres Kenny de confiance de la fondation et qui précise que cette fondation a pour volonté de respecter les valeurs de Karna et que il servira de messager. Ça sera la manière de sa manière à lui de D'accord. partager sa dette. Ok. Pour moi, c'est comme ça que je verrai plutôt la chose. D'accord. Fais un test d'intelligence plus politique pour voir à quel point c'est clair pour lui ce que tu lui demandes. Alors, intelligence, j'ai 3 et politique, j'ai 1, donc ça fait 4D. Et j'ai 2 en hunger, donc 2D et 2D. D'accord. Donc. Voilà. Je lance les deux autres dés. Un succès. Que il a compris clairement que tu voulais qu'il parle de la fondation dans d'autres villes et ça lui va. Mais il n'a pas compris les subtilités comme la notion de maison de Karna ou des choses comme ça parce que ce n'est pas un femelle. Alors, Je dis juste de préciser que les valeurs de Karna, les autres Tremors comprendront. Même si toi tu comprends pas. ouais, enfin ça lui passe un peu au-dessus de la tête, mais parce que c'est la façon dont tu lui en as parlé, mais dans l'essentiel, il a compris. Donc maintenant, est-ce que tu veux préparer le rituel avec lui? C'est ça. Tu l'amènes dans tes quartiers. Moi je vois un 10. C'est un 10. Il y a 2 succès déjà. Ou un 10. Donc 2 succès et je lance les 5 dés. Je vais utiliser un point de volonté. D'accord. Je vais lancer 3. Relance 3. 3 des normaux. Pour l'instant, tu es à 3 succès. Et 3 succès. succès. C'est difficulté 4, donc ça ne fonctionne pas. Et lui, ça lui a demandé de faire aussi un test d'exaltation pour animer son corps. Auparavant, il est allé se présenter à Linda et donc à la fin de la nuit, Nidal lui explique qu'il faudra retenter ça peut-être le lendemain. Ouais. Ouais, Stan va essayer d'organiser une rencontre du coup avec l'autre bande d'un arc de la ville. Il va se renseigner dans les rues pour voir par où ils traînent et où je peux les trouver et plus précisément Alors, leur chef là-bas.
Ouais, alors Stan se rend compte que la bande anarque qui s'est installée dans le centre-ville respecte la mascarade et que donc quand il pose des questions dans la rue, personne n'en a entendu parler. Qu'il Oui, respecte la mascarade. oui, mais je l'ai décrit pas en tant que Kainite. Une bande un peu, on va dire, des mecs qui traînent en groupe, une dizaine, qui forment une espèce de bande et qui éventuellement agit ensemble, bougent ensemble. Mhm. Ou sinon, si vraiment ça donne rien de cette façon-là, je vais demander au baron qui doit sûrement avoir un contact avec la baronne, où il a dû récupérer son numéro. Donc, je vais lui demander s'il pouvait me le donner. Ouais, il te donne le numéro de la baronne. S'il l'avait pas déjà fait, on va considérer qu'il l'avait fait quand il vous en a parlé. Enfin, quand il l'a rencontré, il te l'a fait de suite. Il te l'a partagé ce numéro. Donc tu appelles la baronne, Edith Blumenau, elle s'appelle. Si tu veux, je vais t'envoyer son nom. Et donc tu l'as joint par téléphone un soir du mois d'août. Et qu'est-ce que tu lui demandes? Enfin, donc elle comprend que c'est le faucheur du sanctuaire qui l'appelle. Oh. Tu t'es présenté. Exactement. Je me présente en tant que faucheur du sanctuaire et pour garder bon voisinage et puis pour voir si jamais il y avait une entente possible, j'aurais bien voulu une rencontre avec elle. Oui, elle te propose le Caesar Palace, le casino du Caesar Palace dans la zone touristique. Très bien. Elle te propose 1 heure et elle te dit 23 heures devant l'entrée principale du Caesar Palace, près de la statue de Jules César, qui est en décoration devant le casino. Je vois de quoi vous parlez. Oui, Stan connaît bien la ville et voit tout de suite de quoi elle parle. C'est vraiment juste à côté de la promenade. Et il y a plein de touristes. Il y a plein de gens. C'est un lieu public finalement, ce rendez-vous entre le faucheur et la baronne. Très bien. Et j'aurais voulu savoir également, poser une question à propos du fait que si jamais un jour un danger extérieur à la ville menaçait la ville, si elle pensait qu'on pourrait s'allier plutôt que de se tirer dans les pattes. En fait, le sanctuaire étant à l'extérieur de la ville, elle avoue que s'il y a un problème qui venait de l'extérieur, il toucherait d'abord le sanctuaire avant de les toucher eux. Mais oui, elle n'est pas fermée à une alliance si le danger est vraiment trop important, oui. D'accord. D'ailleurs, dans cette idée-là, elle propose, si Stan veut proposer ses services aux apostates, elle lui dit que les apostates seraient très intéressés si vous pouvez avoir des informations sur la Camarilla de Philadelphie qui semble être la menace vampirique la plus proche. Et donc, si Stan propose ses services, elle l'invite à aller passer du temps à Philadelphie pour espionner la Camarilla là-bas et puis ensuite revenir partager les informations qu'il a pu Récupérer. Stan peut par exemple aussi lui dire qu'il connaît bien New York. Que New York, oui. Il a fait un séjour là-bas. Et à ce moment-là, Edith entrera un peu plus dans les détails concernant sa position à New York. Et elle décrira en fait un tout petit quartier qu'elle avait dans Manhattan Sud, donc assez éloigné du centre de pouvoir de la Camarilla de New York. Et en fait, elle était un baron mineur dans cette grande famille des anarques qui sont chapeautés par la Camarilla à New York et les anarques sont gérés par 2 barons majeurs et ensuite il y a des petits barons mineurs qui sont sous les ordres des grands barons et les grands barons sont en contact avec le primogène et le prince de la Camarilla de New York.
En gros, c'est comme ça que chapeaute la Camarilla à New York les différentes organisations politiques. Et donc, Edith explique qu'elle en avait marre de cette hypocrisie et qu'elle voulait vraiment ressentir de nouveau les activités et la vie d'anarque dans la nuit, et que donc il fallait qu'elle quitte New York et l'hypocrisie des anarques locaux. Voilà, pour que Stan comprenne pourquoi ils sont venus ici. D'accord. Stan lui dira que à l'époque, il était fourvoyé et il faisait partie des camaristes, mais que il a ouvert les yeux et il a quitté la ville pour éviter tout problème. D'accord. Eh ben, tant mieux pour le mouvement anarque. Ben, je lui dis que pourquoi pas. Je vais y réfléchir et que si j'ai le temps. Ni Stan d'ici les ni elle prochains- ne se sont présentés sous leur clan, donc pour l'instant, vous parlez juste de Kainit à Kainit et des choix politiques. Ça suffit pour l'instant. D'accord. Ben, Ça je m'intéresse. souhaite une bonne continuation dans la nuit et elle s'en va. Très bien. Je fais de même. Pendant la conversation avec Edith Blumno, Stan s'est senti surveillé par sûrement des agents qu'Edith a mis autour du lieu de rendez-vous pour assurer sa sécurité discrètement. Ouais. Des mortels au milieu de la foule de mortels. Stan n'avait pas de mauvaises intentions. Elle ne pouvait pas le deviner. Non, c'est vrai. Et donc, ça montre qu'elle est prudente. Mais elle était joviale et Elle avait l'air. sympathique. Voilà. Elle a l'air jolie. Elle a été souriante et agréable durant la conversation. Peut-être après tout, on pourra s'entendre. Est-ce que Sûr. Joshua voulait faire quelque chose pendant le mois d'août? Oui, avec Célinda, et avec la famille Kang, commencer à prévoir le mariage pour essayer de le fixer, faire en sorte qu'il puisse se dérouler en décembre ou en janvier plus tard. D'accord. Donc, ouais, c'est lors d'une soirée familiale dînatoire où tu leur parles un peu des restrictions que tu veux mettre à l'événement. C'est ça, notamment la cérémonie qui se déroulerait de nuit. Ouais. Donc, il va falloir être charismatique et persuasif pour les convaincre. Et donc, pour une réception de nuit, c'est assez délicat, c'est assez compliqué, mais tu le justifies en parlant du mois de décembre, donc de l'hiver, et où le jour se couche plus tôt. Et ça va te demander 2 succès minimum pour réussir à les convaincre. Charisme plus manipulation. Non, Non. manipulation plus persuasion. Non, charisme plus persuasion. Donc charisme 3, persuasion 2, 2 de hunger. Donc 2 puis 3. Il y a déjà 2 succès. Il y a un coup critique bestial. 6 succès. Donc, ton coup critique bestial impose une compulsion un peu de domination. Tu arrives à les convaincre, mais où tu sens et tu pousses la conversation pour en arriver à la conclusion que tu veux absolument être l'organisateur presque dictatorial de l'événement et que tu veux que tout soit parfait. Est-ce que Needle veut retenter de soigner Corso Tertius Oculus? Il est très déçu que ça n'ait pas fonctionné. Si, je suis très déçu. Il est très déçu parce qu'il s'attendait à un miracle
Et bon, bah, il n'a pas eu lieu, mais non, il Si n'est ça pas prend très trop, déçu, il est juste impatient, on va dire, que ça fonctionne. Bah, j'essaie d'abord de me renourrir un peu avant de... Oui, oui, mais ça ne baissera pas ta soif. D'accord, ok. Bon, ben... Euh... ben, je vais retenter le rituel, hein. Ça te demande un test d'exaltation. Ok. Faut que je lance. Ah, La soif monte d'un niveau. Et donc, c'est un test d'intelligence plus Blood Sorcery, difficulté 4. Et ça demande à Corso à nouveau un test d'exaltation pour animer son corps, ce qu'il va le faire. Il va le faire de nouveau. j'aimerais faire un... Cette fois, ça va Je fonctionner. sais que c'est un peu dangereux, mais je vais retenter de faire un jet d'exaltation pour me donner 2 dés supplémentaires. Tu veux faire quoi, un coup de sang ou un pouvoir coup de de sang. maturation du sang? Un coup de sang. Un coup de sang. Ben ouais, c'est un test d'exaltation demandé. C'est bon. La soif n'augmente pas. Tu auras plus de dés pour ton jeu. Donc, Intelligence plus Blood Sorcery, difficulté 4. intelligence, j'ai 3, Blood Sorcery, j'ai 3, plus 2 dés, donc ça me fait 8. Et j'y ai pensé, mais est-ce que mon spécialité de médecine d'acupuncture fonctionne ou pas? Non, parce que c'est de la Blood Sorcery là que tu fais. Ok. Donc, tac, donc ça me fait 4D, 4D. D'accord. Ok. Un échec critique bestial est potentiel. 4 succès, 5 succès. 5 succès. Tu évites l'échec critique bestial et encore mieux, tu réussis à valider le rituel. Donc tu lui as planté une 60aine d'aiguilles dans le bras que tu as trempé dans ta vailleté. Hein. C'est pour ça que ça t'a coûté un test d'exaltation pour lancer le rituel. Donc à chaque fois, les 60 aiguilles, chaque aiguille a été trempée dans un petit flacon que tu avais rempli de ta vailleté au préalable. Tu lui as planté les 60 aiguilles pendant les 8 heures et lui a gardé son corps animé, il est resté concentré et immobile puisque toi tu devais être très précis et tu réussis à lui planter toutes les aiguilles et en 8 heures, petit à petit, l'avant-bras commence à pousser. L'avant-bras se reconstitue complètement et bientôt un moignon de main commence à pousser et ensuite les doigts commencent à sortir de ce moignon et la main commence à se recréer. Tout ça par tu as forcé son corps à générer une activité de sa vailleté très intense pendant les 8 heures. Donc oui, visuellement c'est très impressionnant. C'est vraiment un mortel dans la pièce aurait peur, hein, serait même choqué. Mais Corso, au fur et à mesure que le bras repousse, un sourire de plus en plus franc et large se dessine sur son visage. Et donc à la fin des 8 heures, quand il commence à bouger son bras et à bouger sa main qui était manquante depuis 2 ans, il regarde Needle comme un dieu. Ouais. La première chose qu'il dit, c'est miraculeux cet effet. C'est génial. Il remercie chaleureusement Needle. Je lui dis de rien. N'oublie pas, uniquement à cette confiance, tu en parles et Il en parlera, en bien. j'imagine. Mais il demande s'il peut rester encore quelques nuits, le temps de récupérer parce qu'il est très assoiffé.
Je lui dis qu'il n'y a pas de problème pour rester durant la journée ici, mais il ne faut pas chasser ici. Il faut chasser autre part. Oui, d'accord, il comprend. Durant la période où Corso est dans le coin, il demandera quand même à Corso, ne serait-ce que par mémoire ne serait-ce que par mémoire des événements passés, d'organiser une petite session, soit pour quelques-uns des clients sur place, ou peut-être plus pour les anciens de l'Ordo Draconis, de l'Ordo Maximus. Non, avec plaisir. Ouais. Joshua constate qu'il a récupéré son bras manquant et qu'il n'a plus besoin de se trimballer cette prothèse plastique, ce faux bras. Il ne tarit pas d'éloges auprès de Joshua concernant Needle et il accepte la demande de Joshua de faire quelques séances de spiritisme avec des clients du Tertius Oculus. Parallèlement à ça, il y a une autre visite au Tertius Oculus. Donc, Corso est encore dans les murs, hein, il s'occupe de la clientèle, on va dire. Et à l'accueil, l'homme demande à voir Joshua Taylor. Je vais y aller. D'accord. Alors, c'est un homme banal, cependant avec un regard intense que Joshua a déjà vu par le passé. Il le rencontre à l'accueil du Tertius Oculus. Il s'agit d'Ike Raynor. Donc Joshua s'en rappelle comme étant un des 2 derniers survivants du Black Hole Sun, la confrérie des mages d'Atlantic City. Il salue Joshua, lui dit qu'il est là de manière pacifique. Que de toute manière, dans ce lieu, il ne peut rien arriver de grave. En tout cas, ce n'est pas sa volonté. Il explique à Joshua qu'il est là parce que lui et son ami West ont déménagé d'Atlantic City suite à la disparition de la sororité de l'Aube, hein, le groupe de sorcières. Ils sont allés du côté de Boston. Ah, non, pas du côté de Boston, du côté de... Alors, attends, je vais te dire. Si tu peux me redire aussi le nom du groupe auquel il appartenait. Le Black Hole Sun. Il était allé du côté de Toledo, dans l'Ohio, la ville de Toledo. Et en fait, là-bas, il est tombé sur un groupe qui s'appelle l'Ordo Maximus. Et donc, il a pensé à Joshua. Et ce groupe-là a commencé à enquêter sur lui et sur son partenaire West. Et donc il a décidé de les écarter de leurs activités. À lui et à donc Charles qui est West, l'autre représentant des Black Hole Sun.
Mais en fait, suite à ça, ils sont quand même rentrés sur Atlantic City en se disant que peut-être l'Ordo Maximus serait un peu mieux géré qu'à Toledo, où ils étaient pas sous contrôle du monde des ténèbres, enfin des vampires, avec présente ça comme ça. Et il dit que il a un petit peu exploré le groupe de Toledo et qu'il a découvert que le groupe principal géré à Sacramento était entré en guerre contre Atlantic City. Il a entendu parler de la disparition du fils Marky Lincus et que le père Edmund Lincus était un peu sur le pied de guerre. Donc, il prévient Joshua que il va intervenir pour démanteler ce groupe. Et il demande à Joshua si ça le dérange. C'est une situation problématique et le groupe d'Atlantic City, c'est celui qui est passé, qui est maintenant sous ma coupe, ce qui a créé une dissension dans leur groupe. Lui, il a Donc, entendu parler qu'il avait été dissous d'Atlantic City suite à la disparition de Martin Lincus. On peut dire ça, oui. La majorité une majorité d'entre eux me sont restés fidèles, mais on peut dire en effet que la branche de l'Ordo Maximus d'Atlantic City, oui, elle est officiellement dissoute. D'accord, donc, très bien. Bon, il était venu pour éclaircir la situation, comprendre un petit peu ce qui s'était passé à Atlantic City. Je leur remercie des informations. Ça confirme ce que je m'attendais à être. D'accord. Pas très bien. Alors oui, il ne va pas rester plus longtemps sur place parce qu'il ne s'y sent pas très à l'aise. Ça peut se comprendre. J'apprécie énormément une visite aussi amicale de leur part. Si un jour je peux leur être utile en retour, j'hésiterai pas. Oui, il saura où venir demander de l'aide s'il en a besoin. Mais il tient à ce que Joshua fasse passer le message à sa communauté que les Black Olsen sont reconnaissant que la communauté vampirique ait pu gérer le problème Azazel que eux-mêmes avaient déclenché malheureusement suite à leur guerre interne avec les sorcières de la sororité de l'Aube. Et ensuite, il s'en va respectueusement. Par la suite, ouais, je ferai passer le message d'abord à l'Ordo Draconis et peut-être à Stan aussi pour prévenir d'une menace qui arriverait de l'extérieur. La menace de l'Ordo Maximus? Oui. Menace humaine. Oui, une menace humaine, ouais. D'accord. En précisant que normalement elle devrait être dirigée particulièrement envers moi, mais que je fais en sorte que c'est le moins de vague possible. Mais que du coup, s'il remarque quelque chose, qu'il n'hésite pas à tenir informé. Très bien. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer également. J'ai appris de sources sûres que vous êtes sur la liste de l'agent Saint. Formidable. Mettez-vous sur vos gardes. Et faites pas de vagues. Je comptais justement, c'était dans mes projets, en dehors du fait d'apprendre que certains traverseraient le pays pour venir me trouver, et maintenant qu'en plus l'agent Saint m'aurait sur son dos, j'avais prévu de me mettre à l'ombre. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien.